fallait absolument que j'ai moi-même une première expérience professionnelle. Et donc, je m'étais promis de travailler 5 ans et de démarrer le projet à 30 ans, parce que je considérais que 5 ans, c'était une première expérience légitime que pour travailler sur un sujet qui portait justement sur l'insertion professionnelle. Ce que les mentors apportent aux jeunes, c'est une connaissance de la Belgique, une connaissance de ce que c'est de travailler en Belgique. Et de facto, ils ont, à partir de ce moment-là, tous en eux ces codes culturels qu'ils peuvent transmettre et une compétence plus orientée métier. Ils ont la garantie de travailler avec quelqu'un qui connaît le secteur, qui a un réseau dans le secteur, qui connaît les codes, qui connaît les bonnes formations pour y arriver. À plein d'endroits, on a démontré depuis longtemps notre impact, y compris économique. Soutenez-nous, c'est un investissement, c'est pas une dépense. 1 euro investi, c'est 18 euros d'épargne générée. Bonjour Frédéric. Bonjour Luigi. Alors Frédéric, c'est vraiment un réel plaisir de t'accueillir ici sur le podcast Positive Changemakers. C'est le 2e épisode qu'on fait ici en collaboration avec Ashoka. Ashoka, organisation internationale qui est bien connue, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une organisation qui sélectionne des acteurs et des actrices du changement justement, qui sont prometteurs et qui ensuite les soutient dans leur développement. Alors c'est pour ça du coup qu'on a l'honneur et le plaisir de t'accueillir sur ce podcast Frédéric. Toi, ça fait depuis 2018 que tu fais partie de la communauté Ashoka. Ouais. Donc ça fait déjà quelques années, mais ton entreprise pour laquelle tu as été sélectionné, si je peux le dire ainsi, Duo for a Job, que tu as confondé avec ton ami Mathieu Le Grel à l'époque, existe depuis bien plus longtemps, car c'est en 2012, n'est-ce pas ? Tu étais à peine âgé de 30 ans, tu me disais, que tu poses à ce moment-là avec ton associé les fondations d'une entreprise sociale à impact, avec l'objectif de soutenir des jeunes en recherche d'emploi à travers un mentoring qui est assuré par des bénévoles. Et tu me disais, vous avez déjà près de 2500 bénévoles, c'est énorme. On parlera chiffres évidemment de Duo for a Job dans quelques instants, mais on va se poser d'abord à aujourd'hui, parce que tu es là, on est 13 ans plus tard. Duo for a Job est vraiment devenu une référence en matière de mentoring, ici en Belgique, mais même ailleurs, France, Pays-Bas, tu nous en parleras. On parlera donc évidemment de cet impact justement, mais avant toute chose, la question que j'aime toujours bien poser à mes invités, c'est qui es-tu, Frédéric, pour ceux qui ne te connaissent pas, et comment est-ce que ton parcours t'a amené à fonder à un moment donné Duo for a Job et qu'on se retrouve ici aujourd'hui à discuter de tout cela. Oui. Oui, Frédéric, moi j'ai 42 ans, je suis père de 2 enfants, je suis basé à Bruxelles, d'une mère grantoise et d'un père qui vient de Charleroi. J'ai eu la chance de venir d'un milieu assez privilégié et d'avoir eu beaucoup de chance à plein d'endroits, de par ma naissance déjà en Belgique, d'être un homme blanc, d'avoir accès depuis toujours à un filet de sécurité économique, mais aussi affectif, dans une famille aimante, mais surtout avoir accès à un capital social et culturel très important, et donc de toujours avoir été entouré d'un réseau de personnes à qui s'adresser, etc. Et si j'en parle, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui fait le lien aussi derrière avec le projet de Duo for a Job, mais quelque chose que j'ai très fortement et très tôt conscientisé, c'est qu'en fait je suis pas né dans la norme et que j'ai eu énormément de chance et très vite à cœur de se dire en fait comment est-ce que derrière, professionnellement, je peux essayer de partager un petit peu toutes les chances que j'ai eues. C'est quelque chose dont tu étais déjà conscient en étant ado, enfant, que tu étais plutôt privilégié par rapport à la moyenne, entre guillemets, si je t'entends bien. Oui, et puis je pense que je viens d'un milieu où en fait on a une petite tendance à reproduire un petit peu les privilèges et à rester un peu dans un entre-soi. Et c'est quelque chose où, effectivement, à travers le voyage notamment, mais aussi des rencontres, je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire à cet endroit-là, et surtout, moi, à mon niveau, essayer d'accepter les privilèges dont j'avais bien pris conscience, en faisant quelque chose d'utile pour les autres et en essayant de les redistribuer avec les capacités qui étaient les miennes. Et je ne sais pas si tu l'as dit, vous étiez combien à la maison ? Tu avais des frères et sœurs ? Oui, on est 4. Vous êtes 4 ? On est 4, ouais. Ok, tu es l'aîné de la famille ? Je suis le deuxième, j'ai une grande sœur et puis j'ai... Et votre parcours scolaire, etc., plutôt classique du coup dans la région de Bruxelles ? Oui, alors on dit classique, mais là il y a aussi déjà un biais parce que c'est classique dans un certain milieu. Non, donc effectivement, j'ai eu la chance de faire des études universitaires et j'ai fait des études assez généralistes, ingénieur de gestion, qui permet derrière de pouvoir quand même assez facilement orienter ton projet professionnel dans pas mal de directions, donc ce qui était chouette.
Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ces études de gestion, je me suis intéressé à deux thématiques dans le cadre de mes sujets de mémoire. La première, c'était la réforme des retraites. Et la deuxième, c'était les inégalités d'accès des jeunes issus de l'immigration. Justement, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, parce que je me rendais bien compte qu'il y avait toute une série d'autres catégories de la population qui faisaient face à des obstacles auxquels moi, je n'ai jamais été confronté. Et c'était l'occasion de s'y intéresser de plus près et de porter certains constats. Et donc, c'est vraiment à travers... Parce que tu as fait 2 thèses, hein, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Tu as fait mais la première thèse portait sur la réforme des retraites, c'est ça ? C'était sur la réforme des retraites. Mais comment t'en arrives à être passionné par ce sujet-là, à ce moment-là, à 23 ans, j'imagine ? Oui, mais en fait, c'était déjà un sujet, c'était on va travailler plus longtemps. Donc, moi, je suis curieux de savoir ou de comprendre à quel point, sans même avoir démarré ma propre carrière. Et c'est quelque chose qui était déjà fortement d'actualité, et on parlait il y a 15 ans. Et le sujet plus spécifiquement portait sur l'aménagement des fins de carrière. Et dans ce cadre-là, j'ai eu toute une série d'entretiens avec des personnes qui étaient proches de la retraite, qui me disaient à quel point ils regrettaient de ne pas être assez valorisés sur le lieu de travail, et aussi à quel point ils redoutaient l'après-travail et la transition assez brutale que peut être l'après-travail. Et comment garder une place active dans la société, continuer à contribuer, donner du sens à sa carrière. Enfin, c'est vraiment énormément d'éléments qui revenaient assez systématiquement de tous les entretiens individuels que j'ai eu à faire dans le cadre de ces premières études. Et puis, j'ai fait un master européen en sciences du travail à Toulouse, où là, j'ai choisi un autre sujet qui était les inégalités d'accès des jeunes issus de l'immigration au marché du travail, où il s'agissait essentiellement d'aller lister tout ce qui rendait plus compliqué pour ces jeunes l'accès au marché du travail. Et donc là, typiquement, de nouveau, le manque de capital social et culturel, donc le manque de réseau, le manque de connaissances des codes, de comment ça se passe ici, de chercher un travail, la méconnaissance parfois du secteur d'activité, même s'ils ont une expérience dans leur pays d'origine, en fait, comment ça fonctionne ici, quels sont les métiers ici qui potentiellement sont différents, un manque de confiance, la discrimination à l'embauche, des problèmes de logement administratif, de garde d'enfants. Il y a toute une série de choses qui indiquaient et qui indiquent toujours malheureusement qu'il y a toute une population de jeunes issus de l'immigration qui sont confrontés à des difficultés et des barrières supplémentaires pour accéder au marché du travail. Et donc c'est vraiment les conclusions de cette étude et de ce que j'avais entendu de tous ces seniors qui cherchaient à transmettre, trouver une place, rester utile, rester actif, où j'ai fait le lien. Et je me suis dit, en fait, les besoins de ces jeunes et le besoin de ces seniors, en regroupant ces deux publics, on peut peut-être de manière très concrète, très pratique, répondre à ces deux besoins, et puis il y a l'échange, la rencontre, et tout ce qu'on en reparlera, mais tout l'impact qu'il peut y avoir. Oui, tout à fait, effectivement. Donc là, effectivement, c'est magnifique, c'est vraiment les bases de Duo for a Job sont vraiment là-dedans, en fait, dans ces deux intérêts, ces deux thèses, si je t'entends bien. Tu t'intéresses effectivement, si je lis un peu entre les lignes, à des inégalités assez jeunes. Finalement, tu essaies de comprendre, tiens, qu'est-ce qui ne va pas, et donc la combinaison des deux fait que tu viens avec ce magnifique projet. Mais ce n'est pas tout de suite que tu as commencé avec Duo for a Job. Tu as d'abord fait une petite carrière plutôt classique, si mes informations sont bonnes. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc au sortir des études, j'ai travaillé sur ces deux sujets. J'ai eu alors l'idée de Duo for a Job. Mais je me suis dit, en fait, tu vas le faire, mais tu ne vas pas le lancer tout de suite parce que tu vas avoir du mal à embarquer des gens autour d'un projet sur l'insertion professionnelle sans toi-même avoir une première expérience professionnelle. Et donc, il fallait évidemment en amont gagner en légitimité, en crédibilité pour pouvoir embarquer des partenaires financiers et du monde autour du projet. Tu ne te sentais pas encore assez légitime en sortant des études de lancer le projet, c'est ça ? Non, il fallait absolument que j'ai moi-même une première expérience professionnelle, et donc je m'étais promis de travailler 5 ans
et de démarrer le projet à 30 ans, parce que je considérais que 5 ans, c'était une première expérience légitime que pour travailler sur un sujet qui portait justement sur l'insertion professionnelle. Et j'ai travaillé alors pendant 5 ans en ressources humaines. Ça faisait sens aussi pour moi de travailler en ressources humaines dans la mesure où ça me permettait de me confronter directement à toutes les questions liées au marché du travail. J'ai travaillé pour une grande multinationale qui s'appelle Engie, sa filiale Fabricom, en relations sociales, relations industrielles. Et donc ça m'a permis vraiment de découvrir les métiers, de voir de l'intérieur comment fonctionnait un département RH, mais les métiers aussi en général et le marché du travail. Donc c'était un choix très conscient en fait oui, c'était le plan. Ça, oui. Ouais, c'était le plan. Et donc là vraiment en amont de me dire à 30 ans tu démissionnes, tu te lances, tu as la chance d'avoir un filet de sécurité derrière. On parle souvent on me dit souvent ah waouh c'est génial, t'as pris le risque de, mais en fait une des chances que j'avais, dont je parlais tout à l'heure, c'est que le risque, il était néant. Il fallait l'essayer. Parce qu'au pire, tu te disais, je retourne travailler, j'ai un master, j'ai 2 masters même. Exactement, ouais. Sauf que même si j'ai pu construire cette première expérience professionnelle et que je me sentais déjà plus légitime pour lancer un projet comme Duo, j'avais pas non plus toutes les compétences. Et j'ai démarré finalement Duo for a Job avec un bon copain à moi qui s'appelle Mathieu Legrel et qui venait apporter les compétences qui me manquaient. C'est quelqu'un qui a, lui, un parcours dans l'humanitaire, qui parlait arabe, qui avait une expérience de lancement de projet dans des contextes et des missions à l'étranger. C'est quelqu'un qui connaissait le public beaucoup mieux que moi, et notamment le public des réfugiés, pour avoir travaillé avec ce public-là chez Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui avait un peu plus de maîtrise sur tout ce qui était réseaux sociaux, communication. Et donc voilà, ensemble, moi j'avais le volet RH, marché du travail et mes compétences en gestion. Et lui, il apportait ce qui manquait pour lancer un projet comme Duo. Mais ça s'est passé comment ? Vous dites que vous étiez copains, vous êtes toujours copains, vous étiez en contact, vous en avez parlé autour d'une bière dans un bar, ou c'est toi qui tout d'un coup, je dis tiens, je veux lancer ce projet, je pense à Mathieu et je l'appelle et je lui propose le projet. Ça s'est passé comment ? Alors, ça s'est passé comment ? Bonne question. À un moment donné, je faisais relire mon business plan bien théorique, comme on l'apprend à l'école. Et il se fait justement que lui rentrait d'une mission qui était un peu plus compliquée à Bagdad, où il avait besoin de quelque chose de positif avant de pouvoir éventuellement redémarrer ou repartir dans l'humanitaire sur une autre mission. Et il s'est dit, voilà, je sais que tu cherches quelqu'un, voilà les compétences que moi je peux apporter, je pense qu'on peut le faire à deux. On a longuement discuté des risques aussi de se lancer entre copains sur un projet et des risques que ça peut poser sur la relation, etc. Pour finalement convenir ensemble que c'était une bonne idée de le faire à deux, avec un petit contrat qui l'engageait à rester au moins 2-3 ans. Il est resté finalement plus de 10 ans. Ok, oui, parce que l'idée donc, a germé dans ta tête à la base, et puis en discutant avec lui, j'imagine que ça a pris vraiment plus forme, voilà. Ça s'est développé, etc. Oui, absolument. Mais petite question par rapport à tes proches, du coup, ta famille, tes amis peut-être aussi. Tu dis, voilà, tu as grandi dans un milieu plutôt privilégié par rapport à la moyenne. Ouais. Tu as des parents probablement qui étaient probablement très contents que tu fasses aussi des études supérieures et que tu assures tes arrières. Comment s'est passé un petit peu leur regard, leur soutien éventuellement aussi par rapport à cette idée ? Parce que tu dis déjà très clairement, en fait, à 23 ans, c'était clair pour moi, dans 5 ans, je démissionne et je vais faire ce projet. Ouais. Est-ce que les réactions étaient compréhensive ou plutôt, mais enfin, tu changeras vite d'avis, Frédéric, tu verras bien. Oui, c'est un peu la deuxième. C'est, on va le laisser faire. Ils étaient, je crois, assez sceptiques sur le fait que le projet aboutisse, mais ça t'a pas arrêté, toi, en tout cas. Assez vite soutenant, en tout cas dans le choix, le choix et la direction que j'avais envie de prendre à ce moment-là. Voilà, donc assez vite quand même une confiance qui a été donnée sur voilà, écoute, essaye, t'as envie. Et puis année après année, effectivement. Oui, puis après, voilà, rassuré sur le fait qu'effectivement c'était un projet qui avait du sens, et puis assez vite aussi fier de ce qu'on a pu réaliser tous ensemble. Hein, effectivement, et donc Duo for a Job aujourd'hui, ça représente quoi
concrètement en chiffres? Ouais. Alors, on a démarré effectivement autour de 2012-2013. Entre 2012 et 2013, c'était essentiellement adapter le modèle, s'inspirer de tout ce qui existait aux États-Unis, au Canada, autour du mentorat, du budding, construire le projet. Très vite aussi, Julie Botson est venue soutenir le projet, qui est actuellement co-directrice avec moi chez Duo. Et pour faire un bond plus tard, on a démarré à Bruxelles. Pour faire un bond 10 ans plus tard, on est présent et on a dupliqué le projet dans 17 villes. 17 villes 17 villes, Ah oui, oui, principalement en Belgique, mais depuis 2019 aussi en France, et depuis Oui, 2020 aussi aux Pays-Bas. Donc 17 villes réparties dans 3 pays. Essentiellement les grands centres urbains, donc Paris, Marseille, Lille, Rotterdam, Bruxelles, Anvers, Gand. Là où il y a les plus gros soucis de chômage, j'imagine, Voilà, de donc personnes immigrées. c'est évidemment une condition première avant de piquer le projet, c'est de vérifier les besoins, la démographie et malheureusement le constat de les jeunes issus de l'immigration connaissent des difficultés supplémentaires et il y a un écart de taux d'emploi dès qu'on tient compte de la variable origine. C'est présent on fait les mêmes constats dans de nombreuses grandes villes en Europe. Donc voilà, en termes de couverture géographique, 17 villes en 10 ans. En termes de volume d'activité, aujourd'hui, on a une capacité d'accueil d'environ 2000 duos. Donc on peut lancer 2000 accompagnements. C'est sur une période de 6 mois, c'est ça, chaque fois? Oui. Voilà. Donc 2000 duos, donc ça veut dire quoi, 4000 duos par an ou... Non, donc une capacité annuelle de 2000 duos, okay. Et on approche du 10 millième duo lancé depuis nos débuts. Wow. Ça, c'est en termes de volume d'activité. Sur le modèle, c'est effectivement un accompagnement qui a une spécificité, c'est qu'elle est interculturelle et intergénérationnelle, puisqu'on met en contact des jeunes issus de l'immigration qui cherchent un travail avec des personnes de plus de 50 ans qui bénévolement vont accompagner les jeunes pendant 6 mois pour les soutenir dans leur recherche d'emploi. Concrètement, qu'est-ce qui leur apporte ? C'est un guide, c'est une orientation, c'est un soutien moral. C'est un partage de compétences, c'est une transmission de savoir, mais aussi un carnet d'adresses, un réseau qui leur offre. Et ils se voient une fois toutes les 2 semaines. C'est très formaté, j'imagine, quand même. Voilà, donc c'est sur 6 mois, c'est minimum 2 heures par semaine, souvent plus. Et donc c'est assez intensif. Un mentor accompagne un jeune à la fois, donc c'est vraiment une relation individuelle, soutenue et intensive, et qui repose sur un modèle super structuré. Et notamment 4 jours de formation qui est obligatoire pour chaque mentor pour les préparer à l'accompagnement de ces jeunes, les outiller aussi. Et pendant les 6 mois, énormément de choses qu'on organise, notamment des intervisions pour que les mentors puissent se réunir ensemble et partager leurs bonnes pratiques ou mettre sur la table leurs difficultés, mais aussi toute une série d'ateliers à destination parfois des mentors, parfois des jeunes, parfois des duos, comme par exemple des simulations d'entretien d'embauche données par des DRH où les duos viennent faire l'exercice et qui repartent avec un feedback du DRH en question. Toute une série de bénévoles aussi qui aident les duos dans la relecture des CV, des lettres de motivation. On organise des ateliers sur la reconnaissance de diplômes, enfin des ateliers plus thématiques aussi. On a un pôle écoute avec des mentors qui, pour des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale liés à leur voyage ou des traumas. Et ça, c'est quoi du coup un pôle écoute? C'est des psychologues qui sont dispo gratuitement c'est des bénévoles qui souvent sont mentors aussi, qui ont un bagage en psychologie et qui va surtout recevoir le jeune pour essayer de le convaincre de s'orienter vers une structure adaptée. On a toute une série d'outils aussi qu'on a développés sur la garde d'enfants, sur le logement et sur toute une série, sur l'endettement, sur toute une série de sujets qui peuvent être aussi, à un moment donné, des obstacles conscientisés ou pas par le jeune, mais que le duo découvre pendant le chemin. Donc à la toute base, si je résume bien, c'est un mentor qui accompagne pendant 6 mois un jeune, qui le voit toutes les semaines, 2 heures minimum, qui le coach, qui le challenge, qui est vraiment un soutien moral. Et à côté de ça, en fait, j'imagine que c'est au fil du temps que vous avez également un peu élargi le scope avec des formations, des workshops et autres,
qui touche en fait à la vraie réalité de ces jeunes. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, il y avait un squelette de base qui était et dès le début, on s'est dit, on a besoin de former les mentors, d'investir dans les mentors pour les outiller, pour les rassurer aussi à certains endroits et vraiment donner un cadre très clair autour du mentorat. Gérer aussi les attentes des jeunes, des mentors par rapport à cette relation qui va s'engager. Et donc le squelette, il existait, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, on avait de plus en plus d'histoires de duo aussi qui remontaient. On identifiait aussi toute une série d'éléments sur lesquels en fait on pouvait renforcer le programme et définir des outils qui augmenteraient aussi la qualité de l'accompagnement ou qui offriraient des outils de soutien aux mentors et au fur et à mesure, du coup, effectivement. Et au fur et à mesure, faire évoluer le programme comme ça. Et l'impact concrètement, du coup, sur l'emploi, ça donne quoi, plus ou moins, selon vous ? Alors l'impact, ce qui est assez incroyable chez Duo, c'est qu'il faut avoir conscience que l'impact, il est vraiment multidimensionnel. Il est d'abord, et c'est le plus évident a priori, l'impact, il est pour le jeune. Effectivement, Duo, au bout de 12 ans, a pu démontrer que le taux d'insertion de ceux qui ont été accompagnés par un mentor est presque 2 fois supérieur au taux d'insertion naturelle. On est à 7 jeunes sur 10 qui trouvent une solution à l'issue de l'accompagnement, dont plus d'1 sur 2 directement dans l'emploi, d'autres en formation ou en reprise d'études. Ah oui, il y en a qui se disent finalement, peut-être pas tout de suite travailler, mais je vais me reformer ou ce genre de choses. Oui, absolument. Oui. Donc 7 sur 10, c'est pas mal. C'est aussi un rôle essentiel du mentor, c'est d'aller identifier avec le jeune si son projet professionnel il est suffisamment réaliste et ambitieux. Et en fonction d'aller l'aider dans le secteur d'activité qu'il maîtrise d'ailleurs, le mentor, et en fonction du projet, d'aller identifier la formation qualifiante qui soit idéale pour le projet du jeune. Donc 7 sur 10 qui trouvent une solution en emploi ou en formation, mais surtout presque 100% des jeunes qui sortent d'un accompagnement avec un projet professionnel réaliste, ambitieux, avec un plan d'action sur comment y arriver, avec plus d'autonomie dans la recherche d'emploi, en ayant acquis des codes, en ayant travaillé son réseau et en ayant gagné confiance. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas directement valorisable, mais qui est toujours bien là, le cas. Qui effectivement... mais du coup, juste pour un peu comprendre, les 7 sur 10, les 3 autres sur 10, finalement, sont des jeunes, du coup, qui sont repartis quand même peut-être avec une meilleure confiance en eux, mais pour qui c'est peut-être pas encore très clair ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est ça, peut-être, les 30% restants ou Oui, donc les 30% restants, c'est ce que je viens de dire, en fait. C'est des jeunes qui sortent avec un projet professionnel identifié, réaliste, ambitieux, avec un plan d'action pour y arriver et qui ont a priori plus besoin d'être soutenus dans leur recherche d'emploi parce qu'ils ont acquis ces codes, gagné en confiance et en autonomie. Et ça, je crois que ça, c'est essentiel. Il y a des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi en arrivant chez Duo, mais s'ils sortent de là avec tout ça, en fait, la route est tracée. Et même si l'accompagnement dure 6 mois, en fait, dans la plupart des cas, le mentor, il reste présent et accessible et disponible. Il y a une relation de confiance qui se construit. Exactement, il y a une relation de confiance qui existe et qui fait que cette relation n'a plus besoin d'être encadrée par une structure ou soutenue par une structure comme on le fait dans la période de 6 mois. Est-ce qu'il y a éventuellement comme ça une question qui me vient spontanément, si tu as une histoire à partager comme ça qui t'a marqué, éventuellement une belle histoire Ah ouais, j'en ai plein. T'en as plein, j'imagine. Ouais. Si tu devais en choisir une, à laquelle est-ce que tu penses spontanément ? Moi, j'ai eu la chance d'exercer pendant longtemps le métier aussi. De mentor Non, pas de. J'ai pas encore l'âge d'être mentor chez Duo for a Job. Mais t'aurais pu partager ton expérience. Non, mais d'accompagner directement les duos avant de prendre des fonctions de direction générale. Oui. Voilà, les quelques-unes qui me viennent comme ça, qui viennent à l'esprit, notamment pendant le Covid, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, mais on devait décider sur une période assez longue et on savait pas pour combien de temps quelles seraient les 2-3 personnes que tu t'autorisais à oui, absolument, voir. dans ton cercle, oui. Voilà, et on avait notamment comme ça un mentor qui avait décidé de choisir son mentee plutôt que ses propres enfants ou sa propre famille parce qu'il sentait que le mentee, c'était une période particulièrement compliquée où le mentee était particulièrement isolé. Ah oui. Donc je crois que c'est un geste assez fort et qui indique beaucoup. On a plein d'autres anecdotes, mais d'une mentor qui se rendait compte en fait
tout ce que faisait le Menti, notamment en termes d'apprentissage des langues, du néerlandais, du français, etc., qui par solidarité s'est inscrit au même cours de néerlandais en se disant allez, j'ai chouette. 65 ans, mais je vais m'y mettre. Il n'y a personne qui est venu travailler chez vous par hasard? Parce que vous êtes quoi, sans employés quand même, hein, Si. Alors oui, on a engagé. Vous avez engagé, on a eu la chance de pouvoir engager aussi des mentees. Incroyable ça. On reçoit de soutien par ailleurs de mentors à d'autres endroits. Mais non, des anecdotes, il y en a plein. Et c'est surtout des histoires de relations qui durent, en fait, qui vont plus loin. Des Noëls partagés où ils invitent leurs mentees, qui souvent qui sont isolés. C'est des témoignages de mentors qui nous disent depuis Duo, j'ai arrêté de vieillir. Des témoignages de jeunes qui nous disent en fait, qui partageaient à leurs mentors qu'ils avaient bouleversé leur vie, qu'ils leur avaient sauvé la vie à différents endroits. Et le public, tu parles effectivement, ce sont des jeunes issus de l'immigration plutôt non européenne, j'ai lu sur votre site. Oui. Quels sont vraiment un petit peu les publics qui reviennent le plus souvent? C'est des pays en particulier? C'est les réfugiés pour la plupart? Pas spécialement? C'est les gens qui sont immigrés depuis des années ou récents? Quel est un petit peu vraiment le public cible? Alors ce sont des jeunes issus de l'immigration avec des origines hors Union européenne. Mais à partir de là, c'est très large, puisqu'on travaille aussi bien avec des jeunes primo-arrivants, c'est-à-dire des jeunes qui sont arrivés sur le territoire belge depuis peu, parmi lesquels des réfugiés, ou des jeunes qui bénéficient d'une protection subsidiaire, ou des jeunes qui sont arrivés depuis peu via regroupement familial. Donc ça, c'est quand même encore le gros du public de chez Duo aujourd'hui, mais le programme est aussi accessible à des jeunes issus de l'immigration, et donc typiquement des jeunes belges avec des origines marocaines, turques, congolaises, c'est pour prendre la démographie ici bruxelloise, qui sont nés en Belgique, scolarisés en Belgique, mais qui auraient un parent ou un grand-parent né à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi sont confrontés à toute une série d'inégalités d'accès au marché du travail, en commençant par la discrimination à l'embauche, ou à un moment donné, peut-être aussi une reproduction de métiers ou un manque d'accès à un certain réseau, etc. Et du coup, l'équilibre est plutôt 50-50 entre ces deux publics, belges issus de l'immigration et... Non, alors pour l'instant, c'est un public essentiellement de jeunes primo-arrivants, c'est-à-dire qu'il y a la nationalité non belge, et ça s'explique aussi parce que pour faire connaître le projet, on s'entoure de partenaires qui... en général, les partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui sont essentiellement ceux qui sont en contact avec un public primo-arrivant. Dès qu'il s'agit de toucher un public de jeunes belges avec des origines hors Union européenne, là c'est encore beaucoup plus hétérogène, et la manière de toucher et de communiquer le projet parmi ces jeunes, là ça va être sur les réseaux sociaux avec des influenceurs ou le bouche à oreille qui va fonctionner. Oui, c'est beaucoup moins ciblé évidemment. C'est moins facile de cibler le message et de se rendre visible auprès de ce second public que le premier. Maintenant, de manière générale, pour répondre à ta question aussi, on n'a pas de personnage type chez Duo. Dès lors qu'entre un jeune qui a voyagé, un autre qui n'a pas voyagé, entre un jeune infraqualifié et un jeune qualifié, les besoins sont toujours super différents. Et ce qui rend le projet en fait intéressant, c'est que grâce à tous ces profils très diversifiés de mentors, et le fait de partir vraiment du besoin du jeune, on va aller regarder qui va pouvoir répondre au mieux parmi nos mentors aux besoins de ces jeunes-là, et s'adapter à un public finalement très hétérogène, tant en termes de niveau de diplôme que de besoins, de difficultés rencontrées. Je voulais revenir sur les partenaires, mais avant ça, vu que tu parles de mentors, peut-être brièvement, il y a probablement peut-être aussi des gens qui nous écoutent qui soit voudraient devenir mentor ou connaissent leurs parents ou autres. Quels sont un peu les critères pour devenir mentor? Qu'est-ce qu'il faut? Comment ça se passe en quelques mots? Alors c'est très simple, pour être mentor, il faut avoir plus de 50 ans et avoir une expérience professionnelle à valoriser. Et c'est tout. Donc c'est tout dans le sens où il ne faut pas forcément avoir... Il ne faut pas avoir été directeur général d'une banque non, il faut pas avoir travaillé en RH pour accompagner des jeunes dans l'insertion. En fait, ce que les mentors apportent aux jeunes, c'est une connaissance de la Belgique, une connaissance de ce que c'est de travailler en Belgique. Et de facto, ils ont, à partir de ce moment-là, tous en eux ces codes culturels qu'ils peuvent transmettre et une compétence plus orientée métier. Et en termes de matching, est-ce qu'éventuellement vous matchez des jeunes avec des mentors qui ont plutôt une expérience dans le domaine de prédilection du jeune ou pas spécialement? Absolument, quand même. Je crois que c'est tout l'intérêt de Duo. C'est maintenant, tu l'as dit tout à l'heure, on a 2500 mentors et donc on a
cette possibilité d'être au plus près des besoins et du projet du jeune, y compris en termes de métier et de secteur. Et je crois que c'est là que Duo fait vraiment la différence, notamment ou sa complémentarité avec ce qui existe au niveau de l'offre publique d'accompagnement vers l'emploi, c'est qu'ici, ils ont la garantie de travailler avec quelqu'un qui connaît le secteur, qui a un réseau dans le secteur, qui connaît les codes, qui connaît les bonnes formations pour y arriver, qui sait comment le secteur va évoluer. Oui, parce que tu parles de partenaires. En fait, j'imagine que les partenaires publics comment dire, qui seraient complémentaires, ou plutôt pour lesquels vous êtes complémentaires, on parle d'Actiris, le Forum, etc. Oui. C'est ça un peu les acteurs, j'imagine. Oui. En termes de partenariat avec eux, première question, peut-être quels sont un peu vos partenaires institutionnels. Oui. Et puis aussi, pour venir aussi à une question, j'imagine que beaucoup de gens se posent à ce moment-là, en termes de business model, tout le monde est bénévole, mais vous êtes quand même 100 employés qu'il faut payer, etc. Ouais. Comment se passent un petit peu vos structures de coûts? Où est-ce que vous gagnez de l'argent finalement pour pouvoir continuer à... C'est deux questions, c'est deux questions très différentes. Très Donc peut-être d'abord, commencer, parce que c'est vrai que je pose toujours deux questions en même temps, c'est très compliqué d'y répondre. Donc je vais apprendre de mes erreurs. Première question, les partenaires effectivement institutionnels, comment ça se passe? Lesquels sont-ils? Et puis on reviendra sur la question de financement. Des partenaires opérationnels, on a beaucoup. On veut et on doit s'entourer d'énormément de partenaires pour mobiliser nos publics, faire connaître ce qu'on fait, mais aussi parce que Duo organise du mentorat et rien d'autre. Et donc, on a besoin de partenaires opérationnels, institutionnels ou associatifs pour pouvoir orienter aussi des jeunes selon les difficultés et ne pas commencer à travailler directement sur le logement, la garde d'enfants, etc. Plus spécifiquement, le Forum, Actiris et le VDAB ou le Pôle emploi en France, c'est un acteur clé puisque c'est l'acteur qui est en contact direct avec tous les demandeurs d'emploi. Et donc pour se faire connaître et pour nous aider à faire connaître le projet, c'est déjà un acteur incontournable. Et par ailleurs, c'est très important que le mentorat reste complémentaire à l'offre qui existe et que le lien soit fait aussi entre le mentor et l'assistant social au CPS ou le coach, le job coach d'Actiris et du VDAB pour que ces personnes se parlent aussi et qu'on travaille ensemble sur la recherche, sur le projet du jeune. Ça c'est pour les partenariats avec Actiris, le VDAB et le Forum. Ils promeuvent votre offre, etc. Ils font la publicité, la communication, et c'est eux qui vous amènent un petit peu ces jeunes la plupart du temps. Voilà, ils participent à communiquer. Alors il y a aussi énormément de jeunes qui ne sont pas inscrits au Forum, au VDAB et chez Actiris en arrivant chez Duo et qu'on arrive à atteindre par d'autres moyens. Et c'est aussi tout l'intérêt pour les acteurs publics de se dire, en fait, on peut comme ça toucher des jeunes que certains acteurs publics ont du mal à toucher. Et donc c'est vraiment un échange aussi gagnant-gagnant en fait avec les institutions publiques. Le troisième élément assez clé de ces acteurs publics, c'est aussi le financement, et donc de participer au financement de notre initiative. Et là ça me permet de répondre à ta deuxième question, quel est le modèle financier de Duo? Comme tu disais, c'est un modèle qui repose sur la gratuité. C'est un modèle c'est une offre qui est gratuite pour le jeune qui peut y participer gratuitement, mais évidemment aussi pour le mentor qui donne déjà de son temps. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un modèle financier qui repose sur la philanthropie et le subside public. On a aujourd'hui un modèle financier qui repose environ à 50-60% selon les régions sur un financement public. Et là, c'est aussi bien au niveau des villes qu'au niveau de la région, qu'au niveau de l'Europe, qu'on trouve des financements. Ok, donc des subsides publics à ce niveau-là, ouais. Ville, région, commune. Okay. Voilà. On aura toujours besoin de 40% ou de 30% de financement privé parce qu'on a des fonctions de développement, on a des fonctions d'investissement et on a toute une série de fonctions de support transversales qui travaillent transversalement pour toutes les régions. Et donc ces financements privés, on les trouve où? On les trouve auprès de mécénats, auprès de fondations et auprès des entreprises. Pour les entreprises spécifiquement, c'est vraiment un axe qu'on veut encore davantage développer puisqu'il y a énormément de potentiel pour nous à travailler avec les entreprises puisque c'est autant d'offres et d'opportunités potentiellement pour les jeunes, mais pour les entreprises aussi. À plein d'endroits, c'est super intéressant de collaborer avec un projet comme Duo. Pourquoi? Parce que ça peut,
permettre à l'entreprise de valoriser les personnes en fin de carrière dans leur entreprise, les aider à développer des nouvelles compétences, notamment en matière de coaching, avoir un impact sur leur motivation. En termes de message, c'est génial pour l'entreprise de dire nous, on veut valoriser nos aînés, éventuellement y compris après la retraite, en offrant ce projet à nos travailleurs et pour qu'ils s'impliquent dans un projet qui sociétalement fait sens, qui répond à toutes les priorités actuelles. Ça, c'est un premier levier. C'est aussi une super opportunité pour les entreprises d'avoir accès à un pool de talents diversifiés, de futurs candidats, et une manière aussi de s'approprier un petit peu une certaine expertise autour de la question de l'interculturalité et de comment tu la gères sur le lieu de travail. De nouveau, en y impliquant des personnes ou des fonctions de l'entreprise ou en collaborant de près avec Duo. Et puis il y a tout le volet ESG, CSR et le fait de soutenir de contribuer un projet, à impact sociétal. Voilà. Ton pitch, il est parfait pour les entreprises qui nous écouteraient là, j'ai envie de dire. Oui, j'espère qu'ils nous écoutent et voilà, on collabore. Et qui vous contactent, effectivement. Exactement, qu'on collabore déjà avec une vingtaine d'entreprises comme ça. Et qui n'hésitent pas à me contacter. Évidemment, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est logique, c'est effectivement le premier partenaire, étant donné que vous travaillez à insérer énormément de jeunes sur le marché de l'emploi. Ouais. Donc effectivement, ça peut être très intéressant à différents égards. Je pense que tu fais très bien de le souligner. Je voudrais revenir peut-être par rapport au soutien public. Je ne suis pas du tout un expert dans la question, donc je me tourne vraiment vers toi. Ouais. Par exemple, en France, ils ont énormément investi dans ce Un jeune, un mentor. Ouais. Je pense que ça avait été annoncé même par le président de la République. Ouais. En Belgique, on en parle aussi, mais pas autant. Ouais. Qu'est-ce qui est un petit peu prévu à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a une augmentation significative de soutien public là maintenant déjà, ou est-ce que ça va arriver dans les mois, années à venir ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'on est en plein dedans. Et peut-être juste pour... on parlait de l'impact tout à l'heure, hein, je me suis limité à l'impact du jeune. Il y a un impact évidemment aussi pour la société, très important pour le mentor, pour les entreprises, j'en ai un peu parlé, pour la société. Mais il y a aussi un impact économique. Et je pense que c'est juste bien de pouvoir rappeler que Duo a été une des premières organisations en Europe continentale à bénéficier d'un contrat impact social tout au début de son projet, ce qui nous a permis dès l'année 3 de mesurer de manière scientifique quel était l'impact économique, au-delà de tout le reste dont j'ai déjà pu parler, mais l'impact purement économique de nos activités. Et on a pu démontrer comme ça, et c'est une étude de B n'a encore été validée, ce constat, que pour chaque euro investi, c'était 18 € d'épargne nette générée pour les pouvoirs publics. Tu peux juste réexpliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept effectivement d'impact social. Le contrat impact social. Social Impact Bonds, c'était ça. Hein ? Comment ça s'est passé concrètement ? Alors très concrètement, un contrat impact social, c'est une convention tripartite. Donc là où d'habitude tu as un subside entre les pouvoirs publics et un projet, ici on va y associer le privé. On va considérer, c'était le cas pour Duo à ses débuts, que Duo est une idée innovante, qui a du potentiel, mais qui est considérée à risque parce que sans historique de résultat. Et donc les pouvoirs publics ne veulent pas supporter ce risque-là avec l'argent public, et donc il va se tourner vers le privé en leur disant: est-ce que vous n'avez pas envie de supporter le risque du démarrage, leur permettre de construire un historique de résultats, et en fonction d'une évaluation qui aura lieu après coup, on va comparer les taux d'insertion de Duo for a Job avec le taux d'insertion naturel du même public. Et en fonction de ce delta, on va rembourser les investisseurs de leur mise avec éventuellement un rendement plafonné, dans notre cas à 5%. Et donc c'est un mécanisme qui est très innovant, qui permet, qui est gagnant à 3 endroits, qui est gagnant pour le public puisqu'il ne paye qu'en cas de succès. Et il paye toujours moins que ce que l'association a généré comme épargne pour eux. C'est bénéfique pour les investisseurs privés puisqu'il s'agit de fondations ou de philanthropes qui en général donnent à perte, mais ici ils ont l'occasion d'avoir un retour et d'être à fond dans l'innovation puisqu'ils supportent le risque du lancement d'un projet avec un retour et un rendement. Et pour l'association, enfin de pouvoir faire ses preuves. Et pour toi, Luigi, en tant que contribuable, tu sais que ton argent n'est dépensé uniquement si ça a fonctionné. Et donc...
Oui, donc on sait que l'argent est utilisé à bon escient Voilà. à ce niveau-là. Et donc, si j'en parle, c'est que ça a été un tremplin pour le démarrage chez Duo, et c'est aussi un argument fort qu'on rappelle régulièrement dans les 3 régions du pays, mais aussi en France, c'est de se dire, en fait, on a prouvé maintenant depuis 10 ans que le projet est rentable, au-delà de son impact sur les jeunes, sur le mentor, sur la société, sur le marché du travail de manière générale. Donc, à plein d'endroits, on a démontré depuis longtemps notre impact, y compris économique. Soutenez-nous, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. 1 euro investi, c'est 18 euros d'épargne générée, et c'est un travail de fond qu'on doit malheureusement tous les 5 ans renouveler à chaque changement de majorité. Et donc aujourd'hui, je te remercie de poser la question, puisque on a été renouvelé sur Bruxelles, mais on est en discussion au niveau wallon et au niveau fédéral, j'imagine. Les compétences emploi, c'est au niveau de la région. Il n'y a rien au niveau. Donc on est en discussion avec les différents cabinets en région flamande et en région wallonne pour obtenir un cadre financier qui soit ambitieux, qui soit pérenne. Et en attendant de le définir, puisqu'il y a aussi toute cette question de délai et d'avoir accès à un renouvellement, ne fût-ce que pont sur 2025, de trouver des solutions pour pouvoir garantir ne fût-ce que la continuité de nos activités en Wallonie et en Flandre. Et c'est pas si simple que ça, du coup, d'avoir un nouveau subside de la part de la région wallonne à ce niveau-là ? C'est pas simple parce qu'en amont, y a les élections, et donc c'est parler du mentorat et faire en sorte qu'il rentre dans un cadre financier qui soit bien défini, le faire rentrer dans la déclaration publique régionale et de faire rentrer le mentorat dans les priorités des prochains gouvernements. Ça a été tout un travail en amont qu'on a fait collectivement avec d'autres projets de mentorat. Et une fois qu'on y est arrivé, puisque là on y est arrivé, il faut le concrétiser. Et aussi se rendre compte que ça ne peut pas s'arrêter sur 2025 avant de définir ce cadre financier qu'on nous promet et qu'on a besoin de cette continuité. Et donc il y a aussi un degré un peu d'urgence d'avancer ou de trouver des solutions pour qu'on puisse au moins s'assurer de la pérennité de l'existant. Parce que sans soutien public, un projet comme Duo for a Job ne pourrait pas survivre, j'imagine. Le soutien public, c'est 60% de notre modèle financier. Est-ce qu'il pourrait, allez, rêvons, enfin pas rêvons, mais imaginons, pas de soutien public, ça voudrait dire reposer que sur de la philanthropie et autres. C'est un modèle qui... Mais c'est un modèle qui serait difficilement compréhensible dans la mesure où ça fait 10 ans qu'on prouve notre impact économique, qu'on est reconnu, que publiquement et à plusieurs endroits, on dit ou on nous a dit on va soutenir et on doit soutenir le mentorat, c'est une vraie solution, mais il faut que ça se concrétise et dans un délai raisonnable pour pas que ça mette les projets à risque. Donc ça, c'est vraiment les choses qui nous occupent là à l'instant. Oui, parce que j'avais noté comme question notamment quel est votre appel au monde politique. C'est celui-là, j'imagine bien, en priorité effectivement d'avoir ce soutien. Et alors pour juste rebondir par rapport à la philanthropie, alors oui, on pourrait imaginer un modèle qui repose 100% sur des financements privés, mais assez vite et à raison, les mécènes, les fondations ou les entreprises vont se demander mais que fait le public ? On est quand même sur une mission, mission publique. Oui. C'est l'épargne générée, c'est aussi essentiellement de l'épargne pour les pouvoirs publics. Et donc un modèle financier qui reposerait soit uniquement sur le public, soit uniquement sur le privé, c'est pas un modèle financier qui ferait sens pour nous, et de diversifier aussi nos sources de financement. Absolument. C'est assez clé pour la pérennité. Vu l'impact social que vous avez, parce que tu parles effectivement de rentabilité, mais tu me corriges si je me trompe, on parle surtout en fait d'une rentabilité sociétale, économique, hein, parce que quand tu dis 1 euro investi, 18 d'épargné, effectivement en termes de chômage, haute formation. Petite question comme ça, aparté, à chaud, je vais peut-être d'abord juste donner mon avis, je le fais pas souvent, mais j'ai quand même l'impression que régulièrement derrière ce micro, ou même à côté, je travaille dans l'enseignement, comme mes auditeurs le savent et toi aussi, on a quand même l'impression que c'est souvent compliqué de convaincre les hommes et femmes politiques d'investir ou de soutenir des projets qui ont un impact, mais pas demain, quoi. Parce que quand tu dis 18 euros effectivement épargnés, c'est pas demain, c'est dans les 5-10 années à venir, plus de jeunes à l'emploi, etc. Est-ce que de ton point de vue aussi, tu as l'impression quand même depuis 10-15 ans
que oui, quand c'est les élections, tout le monde vous écoute, mais qu'après, effectivement, quand il faut sortir les billets, c'est toujours plus compliqué Ouais. dans ce genre de projets qui pourtant sont essentiels. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, par exemple, je prends l'occasion de t'inviter ici. Quelle est un petit peu ton analyse par rapport à ça, en tant que citoyen et porteur de projet surtout? Ouais. Alors, l'impact économique que j'ai cité, il est dans l'année, donc il est direct. Ça, c'est une aparté, hein, mais je comprends, non, mais c'est une bonne précision, bien sûr. Je comprends le sens de la... Donc, il est direct, donc il y a encore moins de raisons de se dire, ouais, mais c'est du long terme, etc. Mais effectivement, en fait, le fait que le politique ait des mandats courts, et voilà, les mandats courts posent, et je crois que c'est un sujet qui revient régulièrement, pose parfois certaines difficultés. Je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement avoir le courage politique de se projeter sur du plus long terme, d'investir dans quelque chose qui portera ses fruits à plus long terme. Et que là, oui, c'est le courage de prendre certaines décisions. Je pense que on est aussi dans une période où il y a des coupes budgétaires à faire, et donc il y a des choix parfois difficiles et douloureux à faire, en se disant, en fait, on va arrêter ça et on va investir là-dedans. Mais je pense que le réflexe aussi à certains endroits que peuvent avoir le politique, c'est d'essayer de se rappeler que c'est un investissement et pas une dépense, parce que souvent on reste focus sur le côté dépenses, mais c'est dans le cas de Duo, il y en a plein d'autres projets comme ça. Évidemment. C'est un investissement avec un retour direct et même à court terme de ce qui est investi. C'est un discours probablement qu'il faut répéter, année après année. Donc en espérant que le message effectivement passe. Une question par rapport à Ashoka justement. Oui. On en parlait un petit peu en off. Donc Ashoka, ce réseau qui vous a sélectionné en 2015 du coup, si je ne me trompe pas. Quel a un petit peu été l'impact pour vous? Est-ce que ça a été un accélérateur? Et si oui, à quel niveau? Alors oui, certainement. Je crois que Ashoka déjà c'est un label de qualité. On passe par une procédure de sélection quand même assez intensive, et de pouvoir intégrer ce réseau pour le projet de Duo for a Job, dans mon cas, c'est déjà chouette, parce que ça donne la crédibilité, de la légitimité aussi au projet à l'externe. Je crois que ça peut rassurer aussi des partenaires financiers de devenir fellow Ashoka, donc ça c'est chouette. Oui. Tu as senti qu'éventuellement vous étiez tout d'un coup un peu plus crédible Oui, en tout cas, c'est un label qui est connu, qui est reconnu, donc je pense que ça a pu aider Duo à certains endroits. Et puis je crois qu'il y avait aussi le momentum. Je crois que c'est en 2018 que je suis devenu fellow Ashoka avec mon collègue Mathieu Legrel. Et c'était justement un moment où on se posait la question de l'essaimage et de dupliquer le projet dans d'autres pays, de s'internationaliser quelque part. Et il se fait que le réseau Ashoka, c'est un réseau international, et que ça a permis du coup de rentrer en contact avec d'autres fellow Ashoka, donc d'autres entrepreneurs sociaux, qui nous ont beaucoup parlé aussi en amont sur comment était l'écosystème localement, qui ont partagé aussi un petit peu le réseau et qui ont participé à certains endroits à la mise en place de notre projet en France et aux Pays-Bas. Et puis le troisième atout qu'a Ashoka, c'est son réseau de partenaires, notamment des entreprises, et nous on a pu bénéficier à certains endroits de mécénat de compétences sur des sujets un peu plus techniques, type GDPR ou donc de l'assistance juridique par exemple, dans ce cas-là, par exemple, de manière bénévole. Enfin, c'est un peu des échanges entre fellow ou dans le réseau. Et donc il y a surtout ce côté internationalisation qui a été possible. Est-ce qu'il y a des plans pour d'autres pays? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans le pipe pour vous? Alors oui. Que tu puisses dire. Oui. Dans les 3 ans, on a envie de continuer la mise à l'échelle des 18 villes où on est encore présent. Aujourd'hui, même si on accompagne des milliers de jeunes par an, on est encore loin du compte, puisque ça représente toujours que 2% des besoins en fait, du public de jeunes issus de l'immigration. Donc notre taux de pénétration il est encore très faible par rapport au potentiel. Donc ça c'est une chose, augmenter le volume d'activité où on est déjà présent. Mais effectivement, on a démarré en France il y a 3-4 ans. Il y a encore énormément de régions en France où
potentiellement il y a des besoins. Est-ce qu'il y Aux a Pays-Bas. d'autres acteurs sur le marché en France, j'imagine, Oui. franco-français? Alors, ouais, Comment ça se passe, ça, du coup? En France, le mentorat est assez bien développé. Maintenant, il y a énormément de modèles et de formules différents et de publics différents. La spécificité de Duo, je rappelle, c'est qu'on travaille exclusivement avec un public de jeunes issus de l'immigration. On a une expertise là-dessus. On a un programme particulièrement intensif et outillé pour accompagner ce public-là. C'est ce qui fait votre différence par rapport à d'autres acteurs. C'est ce qui fait la complémentarité de notre modèle par rapport à d'autres acteurs. Et pour revenir à ta question de développement géographique, on a potentiellement aussi l'Espagne ou l'Allemagne qui sont, et en particulier l'Espagne où on a déjà bien pas mal prospecté, qui est potentiellement aussi un pays où dans certaines villes et il y a les mêmes concrètement, besoins. vous commencez par une première ville, j'imagine, et du coup vous y allez si vous avez un soutien public de la ville notamment. Ouais. Quelles sont les 2-3 conditions pour dire ok go quoi? La première condition, c'est qu'il y ait des besoins. Oui, évidemment. La deuxième, c'est qu'on reste complémentaire avec ce qui existe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de projets similaires. Et qu'on ait rencontré les partenaires clés qui sont le Pôle emploi ou l'Actiris local, qui nous dit oui, effectivement, ça répond à un besoin et oui, on est prêt à collaborer avec vous et éventuellement vous financer dès que vous avez prouvé que ça marche, quoi. Ce qui s'est passé un peu dans les autres endroits. Mais on parle de développement, on passe plus de temps aujourd'hui à dire non qu'à le faire. Parce que, mine de rien, ça rajoute toujours pas mal de complexité à la structure et sur les fonctions de support, qu'on veut aussi absolument consolider l'existant, et que là, on est dans une période où on doit absolument trouver des cadres financiers plus pérennes pour pouvoir s'inscrire et inscrire le mentorat dans la durée et être plus ambitieux. Et donc, je pense qu'il y a ces éléments-là qui sont assez clés avant de se dire ok, go ou pas go. Je te lance comme ça à chaud aussi. Je me dis, est-ce que vous l'avez déjà envisagé ou est-ce que vous l'envisageriez éventuellement un peu un pôle de conseil finalement que vous pourriez rentabiliser du côté des entreprises? Parce que quand je vous entends bien, il y a énormément d'expérience et d'expertise sur différents sujets liés à l'emploi. Énormément de petites startups ou ASBL à un moment donné pour rester pérennes, mais ont par exemple un pôle un peu consultance qui leur permet de gagner de l'argent pour financer justement la deuxième partie plus impact sociétal. Est-ce que ça c'est éventuellement une piste qui a été envisagée, qui serait envisageable ou plutôt pas? Alors plutôt pas. J'explique pourquoi. Je pense que la force de Duo, c'est qu'on fait du mentorat. On fait que du mentorat et on n'a jamais rien fait d'autre. Comme je te le disais, on touche toujours que 2%. À Bruxelles, après 10 ans, on touche toujours que 2% du public qui potentiellement pourrait en bénéficier. Et donc, il y a une marge encore énorme avant de pouvoir être plus impactant. Et donc, de s'être concentré sur un projet et ne pas, par opportunisme, parfois financier ou pour des raisons de modèle financier, commencer à diversifier et se dire, OK, en fait, on peut se mettre un peu sur le logement, un peu sur de la consultance. En fait, l'impact, il est déjà à plein d'endroits, rien qu'avec ce qu'on fait. Et donc, on veut le faire avec la qualité. On veut se pencher, garder et maintenir cette qualité. Mais on veut le faire aussi à grande échelle pour répondre rapidement à l'urgence sociale. Donc, c'est plutôt pour ne pas vous éparpiller, si j'entends Exactement, bien. C'est pour ne pas s'éparpiller. C'est un choix stratégique. Par contre, c'est dans nos activités de plaidoyer et d'advocacy, enfin de plaidoyer, que là, on porte des messages tant au niveau privé et en direction des entreprises qu'au niveau des pouvoirs publics sur un marché du travail plus inclusif, avec des recommandations très concrètes sur comment est-ce que on peut y travailler, sur le vieillissement actif, sur l'intergénérationnel, sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, la discrimination, le racisme. Il y a un rôle d'activisme presque. Oui, absolument. Mais tout ça en partant de plus de duo, et donc plus d'histoire, plus de conclusions, plus d'impact à notre niveau, mais en faisant toujours qu'une seule chose, à savoir créer toujours plus de ponts interculturels, intergénérationnels. On sent la passion et la détermination, effectivement. J'espérais, tu vois, te donner une nouvelle piste à explorer. Non, mais c'est gentil. Après, ponctuellement, oui, on fait des choses, mais c'est pas dans les plans d'élargir. Frédéric, c'est passionnant. J'aurais encore envie de parler du marché de l'emploi et autres, mais je vois que je vois que le temps avance. Et donc, j'aimerais te poser encore quelques questions plutôt par rapport à tout ce que
par rapport à tout ce côté changemaker. Et j'aimerais peut-être commencer par une question un peu bateau, mais ça fait 12 ans, c'est ça, hein, 12 ans. Ouais. J'imagine qu'il y avait eu des moments où tu t'es dit, est-ce que je vais continuer à tirer ce wagon? Comme tu dis, en plus, on touche mais je mets des guillemets au 2%, et effectivement, il y a encore énormément de boulot à faire. Est-ce qu'il y a éventuellement des moments où tu t'es dit... et si oui ou si non, comment est-ce que tu fais pour rester inspiré et motivé pour continuer à mener ce projet qui est magnifique d'ailleurs, et félicitons-le aussi. Je te l'ai déjà dit en off, mais je peux également évidemment féliciter toute l'équipe parce que c'est magnifique ce que vous faites en termes d'impact. Mais malgré tout, voilà, j'imagine qu'il y a des moments où il y a des doutes qui s'installent. Comment tu fais pour garder ce cap? Je te remercie pour la question parce que dès les 10 ans de duo, je me pose la question, et je crois que c'est assez sain de se poser la question, c'est de se dire, est-ce que déjà pour la structure, au-delà de moi, est-ce que pour l'organisation, pour la structure, il n'y a pas besoin d'un nouveau souffle, de redynamiser à certains endroits le tout, et je compte beaucoup sur mes collègues, mon équipe, pour me faire ce feedback-là, le moment où ce sera nécessaire. On dira Frédéric, tu es trop vieux là, voilà. Tu as assez fait. Voilà. Après, aujourd'hui, on est dans un moment assez clé et assez critique de changement de majorité où on a grandi rapidement, mais on doit consolider aussi à certains endroits notre modèle financier pour le rendre plus pérenne. Et, surtout en Belgique, j'imagine, avant tout. Surtout en Belgique. Et je crois que là, le rôle du fondateur historique est quand même encore assez important à certains endroits. Je ne dis pas indispensable, mais assez important. Et moi, j'ai à cœur, avant de me poser la question de l'après-duo, de laisser une organisation stable qui puisse s'inscrire dans la durée, qui puisse continuer à être ambitieuse. Au-delà du fait que c'est probablement sain aussi pour une structure à un moment donné de se détacher des fondateurs historiques et de vivre leur propre vie. Ce sera à ce moment-là un deuil à faire, etc. Et puis oui, il y a peut-être un moment donné, je crois que l'usure pour les entrepreneurs sociaux, je pense qu'il est propre à nos métiers, qui est que non seulement tu dois gérer une structure, une organisation et travailler ton service qui doit être de qualité ou ton produit, mais contrairement à une entreprise du profit, dans le non-profit, non seulement tu dois travailler là-dessus, mais derrière tu dois mettre quasi autant d'énergie, malheureusement, à récolter de l'argent pour pouvoir le faire. Là où dans le profit, si tu te concentres sur ton bon produit, que tu as un bon plan financier, etc., ça s'auto-alimente. Ce n'est pas le cas chez nous. Et donc, en fait, la frustration qu'on a, et je crois qu'on est nombreux, c'est que même après 12 ans, quand tu as démontré ton impact à plusieurs reprises, que tu dois continuer à dépenser autant d'énergie et mettre autant de temps, ce qui est bête, en fait, dans la récolte de fonds, là où, en fait, tu pourrais le mettre dans plus d'impact et travailler le service et la qualité, que ce soit encore nécessaire 12 ans après, avec la reconnaissance qu'on a eue et le fait de devoir régulièrement recommencer presque à zéro pour récolter ce qu'il faut dans l'année, c'est usant, et je pense que je suis pas le seul entrepreneur social à se le dire et de ne pas trouver ça quelque part tout à fait normal. Et donc je fais un appel tant au niveau public qu'au niveau privé de ceux qui nous connaissent et qui nous soutiennent, de se dire en fait on peut peut-être réfléchir à un cadre qui leur permette d'avoir accès à un financement peut-être plus structurel et qui les soulagerait et qui leur permettrait de s'inscrire dans la durée et pas rester sur du court terme de est-ce qu'on va y arriver cette année. Du coup, il faut bien que tu trouves des sources d'inspiration au quotidien ou de motivation pour garder ce cap après toutes ces années. Ouais. Ça peut être un petit peu tout. J'aime bien encore poser cette question. C'est plutôt, voilà, qu'est-ce qui, toi, te donne de l'énergie Ça peut être dans le privé, ça peut être dans le professionnel pour garder ce cap et faire ce que tu as à faire. Parce que finalement, les entrepreneurs sociaux, vous suivez une mission, en fait, avant tout, qui est très personnelle, du coup, ici, dans ton cas. Comment est-ce que tu te ressources? Quelles sont tes sources d'énergie, de motivation? D'abord, c'est les duos, en fait. C'est de voir ces histoires, c'est les rencontres que j'ai faites, c'est de voir que c'est un projet qui donne un peu d'humanité, beaucoup d'humanité. C'est génial de voir qu'il y a encore des gens qui veulent donner gratuitement de leur temps, qui veulent sortir de leur zone de confort, qui sont curieux, qui veulent découvrir une nouvelle réalité. C'est le cas de nos mentors. De voir des jeunes qui ont des vies incroyables et improbables, super courageux, qui se donnent et qui donnent leur confiance
à quelqu'un qui à la base ils connaissent pas. Enfin, de voir tout ça, ça forcément, ça me nourrit. Je crois que ça nourrit toute l'équipe. C'est ce qui fait qu'on tient le coup même quand c'est un peu plus compliqué. Et puis d'avoir un métier chouette finalement où j'ai choisi avec presque les personnes avec qui je travaille. Et donc c'est des gens que j'admire, qui ont des compétences, qui m'apprennent énormément, des compétences de dingue. Et voilà, je crois que c'est ces gens-là qui m'inspirent. C'est en fait ma plus grande fierté, c'est d'avoir su convaincre autant de personnes d'intégrer ce projet. Oui, parce qu'au fur et à mesure des années, tu disais 100 temps plein, équivalent temps plein, presque, c'est ça? On est 100 équivalent temps plein, on est 2500 mentors, et puis il y a tous ces partenaires, et donc c'est de se dire... Quel écosystème, quoi. C'est de se dire, en fait, waouh, il y a autant de gens intelligents qui aussi, qui à un moment donné, qu'on a su embarquer. En fait, c'est ça qui est vraiment chouette et qui donne de l'énergie, quoi. Oui, et du coup, c'est aussi une sacrée responsabilité, d'une certaine façon, qui repose sur les épaules du fondateur. Donc j'entends bien quand tu dis, voilà, est-ce que je laisse le bateau alors qu'il n'est pas encore tout à fait stable, selon moi? Oui, après, il repose pas essentiellement sur le fondateur, il repose sur toute une team qui la porte, et là je me sens vraiment bien épaulé, j'ai vraiment pas l'impression d'être seul à porter le fardeau. Je crois que c'est... Tu es plutôt le capitaine qui essaie de donner la direction, j'imagine. Je suis co-capitaine. Co-capitaine en plus, effectivement, avec Julie. Co-capitaine avec Julie, avec en fait toute une équipe sur laquelle on se repose beaucoup, et ouais, un management vraiment super bon, super fort. En duo, du coup, effectivement, avec vous Julie êtes deux. en duo. Ouais. Est-ce que si tu devais changer quelque chose dans ce monde, ça peut être lié à ton secteur d'activité ou pas, je te donne une baguette magique, toujours un petit peu en clôture du podcast. Qu'est-ce que tu changerais avec une baguette magique? J'imaginerais un monde où Duo n'existerait pas parce qu'il n'est pas nécessaire, c'est-à-dire un monde où les gens se parlent spontanément sans avoir besoin de structure ou de cadre, vont d'un côté demander de l'aide et puis de l'autre accueillir et recevoir et donner du temps. Un monde qui a dû exister ou qui existe sans doute à certains endroits du monde en fait, où en fait on va s'adresser à nos aînés, leur demander du soutien, les aînés leur consacrent du temps, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de besoin de cadre, il n'y a pas non plus de racisme, de discrimination, d'inégalité. Un marché du travail inclusif où en fait c'est pour ça que j'avais commencé par ça, mais en fait on part avec plus ou moins les mêmes chances, ce qui n'était pas mon cas par rapport à la majorité des autres gens. Voilà, ma baguette magique, c'est d'arriver à un moment où en fait je me rends compte que Duo c'est obsolète parce qu'en fait tout fonctionne naturellement. J'aime bien cette réponse parce que tu es pas le premier à donner ce genre de réponse, de souhaiter finalement que son projet n'existe plus. Ouais. Pour cette raison-là, parce que finalement c'est pour ça que tu fais ce que vous faites ensemble, pour répondre à cette problématique-là. Ouais, et malheureusement ça va pas dans ce sens-là. Et donc on redouble d'efforts pour justement encourager plus de solidarité, plus de ponts entre des générations, des cultures. Une dernière question. Les gens qui nous écoutent, des gens qui ont envie d'être acteurs du changement, on met derrière ce qu'on veut, acteur de changement. Ouais. Moi personnellement je trouve que c'est un terme effectivement qu'on peut utiliser à tort et à travers, et j'aime bien finalement un peu la définition d'Ashoka qui dit everyone is a change maker. Moi personnellement je pense qu'on peut et on doit tous être acteurs du changement. On met derrière effectivement ce qu'on veut, mais tant qu'on a cette volonté et cette possibilité d'essayer de changer la vie de quelqu'un de manière positive et d'avoir un impact aussi petit soit-il, je pense qu'on est déjà clairement dans cette dynamique-là. Mais ma question porte, du coup, elle est liée à ça, mais plutôt sur la question de se dire quel serait ton conseil à toutes ces personnes qui aussi en fait sont dans le train-train de la vie quotidienne, dans des boulots qui des fois leur conviennent, des fois pas, et qui ont aussi un petit peu cette volonté des fois de se dire tiens, je ferais bien ça parce que je trouve que ça, il faudrait vraiment qu'on le change. Mais énormément de gens effectivement restent avec l'idée en tête mais ne passent pas à l'action, comme toi tu l'as fait à 30 ans. Toi c'était déjà très clair, même 5 ans avant, hein, je vais quitter mon emploi pour faire ce projet. Tu disais toi-même aussi, je me permets de résumer un petit peu, le fait que voilà, pour moi c'était confortable, si jamais je me plantais, c'est pas le cas de tout le monde non plus. Avec tout ça un peu en arrière-tête, quels seraient un petit peu tes quelques conseils que tu donnerais à ces gens qui ont envie d'agir mais qui savent pas comment, qui n'osent pas,
Par quoi commencer? Quels ont peut-être été un peu toi tes Ouais. lessons learned Ouais. à ce niveau-là de ton expérience? Je pense que ça part de se faire confiance et faire confiance. Enfin, un peu les deux. Se faire confiance et faire confiance. Enfin, ça me fait penser à... typiquement, les mentors, ils contribuent à travers ce qu'ils font et le temps qu'ils veulent bien donner. Mais pour beaucoup, en fait, d'abord, il faut les convaincre du fait que oui, ils ont des trucs à transmettre, ils ont des trucs à donner. C'est les bonnes personnes pour. Et donc ça c'est un peu le se faire confiance. Et puis faire confiance, c'est-à-dire faire confiance soit à une structure qui l'organise, soit de faire confiance de manière générale aux autres pour aller à la rencontre d'eux et le questionner sur ses besoins et de voir à quel endroit on peut y répondre ou se nourrir. Voilà, je sais pas. Se faire confiance, c'est très pertinent, mais je me dis effectivement c'est pas si simple de se faire confiance. Comme je pense, tu disais tout à l'heure que tu avais un peu le syndrome de l'imposteur, je pense au début. Ouais. Je l'ai pas dit, mais non, tu l'as pas dit. C'est le cas. C'est le cas. Je confonds peut-être avec une autre interview, mais en tout cas souvent ça revient un petit peu ce syndrome de l'imposteur au début. Donc voilà, tu dis je l'ai peut-être eu aussi. Pas si simple, surtout quand tu le dis toi-même. Ben voilà, l'entourage au début il se dit bon. Son idée là, bon oui qu'il essaye. Donc comment toi t'as fait en fait? Tu t'es dit bon j'écoute pas trop parce que j'essaie de me faire confiance et je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais je crois que j'en avais besoin aussi pour moi. Enfin, je ne concevais pas ne pas me projeter dans un projet où je redistribuais un petit peu des chances que moi j'avais eues. Et ça c'est à titre très égoïste, tu vois. C'est même pas... c'est même pas de l'altruisme ou quoi. C'est comment est-ce que moi je peux accepter en fait les privilèges que j'ai, ne pas les rejeter bêtement, ça n'aurait aucun sens, mais avec quoi je pars, moi comme chance, qu'est-ce qui fait la différence pour moi et comment est-ce que je peux penser un projet qui permette de le rendre accès à d'autres. Et ça c'est un peu ça aussi le cheminement. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que le côté égoïste en fait, j'ai l'impression, et tu confirmes un petit peu ces dires-là, j'ai l'impression que à travers toutes les personnes que je reçois derrière le micro, et ça vaut pour moi aussi, ça vaut pour tout le monde, j'ai l'impression, maintenant c'est peut-être pas très sexy de le dire, mais qu'effectivement j'ai quand même souvent l'impression qu'on part d'un besoin qu'il faut combler chez nous pour faire du bien. Moi personnellement j'ai souvent tendance à dire qu'effectivement c'est parce qu'on veut être en paix avec notre mission, nos valeurs, etc., qu'on fait du bien, qu'on part pas directement d'un point de vue... d'un point de vue altruiste, mais plutôt égoïste, mais dans le bon sens du terme. Ouais, et je rajouterais à ça que c'est un luxe en fait de pouvoir le faire, de pouvoir donner. C'est un luxe que tout le monde n'a pas, parce qu'on n'y a pas accès ou parce qu'on n'y a pas le temps, parce que dans notre pyramide de Maslow des besoins, on doit se concentrer sur d'autres choses. Et donc c'est déjà un certain confort de pouvoir donner. Et évidemment, je pense que les mentors sont les premiers à le dire chez Duo. Le simple fait de pouvoir donner, ça me valorise par rapport... ça répond certes à des besoins, mais ça me valorise dans mon entourage, ça me valorise moi-même, ça me permet de donner du sens, de donner une place. Donc, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un luxe de pouvoir faire preuve de générosité à un certain endroit. Effectivement, je pense que ce sera le mot de la fin. Magnifique. Ah ouais. Frédéric, merci beaucoup pour ton temps. Félicitations encore une fois à toi et tous tes collaborateurs et tous tes bénévoles aussi qui font qui font ce projet incroyable et ce boulot incroyable. Si on veut avoir plus de nouvelles, devenir mentor, autres, peut-être des gens qu'on pourrait référencer chez Duo for a Job, on va sur votre site duoforajob.be. Sur notre site, vous tapez Duo for a Job dans Google et .fr éventuellement pour les Français également qui nous écoutent. .org.nl, tout ça fonctionne, tout est lié. Et puis c'est très simple, suivez le chemin. Un grand merci à toi Luigi d'avoir donné de la visibilité au projet. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là en se quittant? On est bientôt. Enfin, le podcast sera publié en 2025. Ouais. Là, on est un peu avant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Des bonnes nouvelles en termes de fundraising, un cadre financier au niveau public, quelque chose qui puisse nous projeter et de rester ambitieux par rapport au projet de Duo qui je pense, est essentiel. Voilà. Clairement, on le soulignera également. Merci beaucoup pour ton temps, Frédéric. Merci. Et c'est déjà la fin de ce 23e épisode de Positive Changemakers. Merci à vous pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à nous faire part de votre retour sur les réseaux sociaux.
C'était le 2e épisode d'une série de 4 en collaboration avec Ashoka Belgique, qu'on remercie évidemment au passage, ainsi que Demerode Bruxelles, qui nous accueille toujours chaleureusement pour nos enregistrements. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous évidemment au podcast ainsi qu'à notre page Instagram ou LinkedIn pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, à très vite les amis, ciao ciao.